Encore une fois, merci à tous d'être ici. Euh, on a souhaité organiser ce webinaire sur le sujet de l'interculturel, qui est un sujet que, en fait, peut-être beaucoup parmi vous connaissent et parmi notre audience euh, à l'habitude, en tout cas, de, d'entendre des choses dessus. Euh, on sait bien que la culture impacte pas mal de choses, les croyances, les comportements, l'impact dans les relations professionnelles. Tout ça a été étudié, c'est bien connu. Par contre, ce qu'on peut constater, et on l'a constaté chez Convergence, c'est que les compétences en communication interculturelle, par contre, ça, c'est moins maîtrisé. C'est moins, on va dire, pratiqué peut-être aussi. Et du coup, il y a un vrai, et c'est notre conviction là, il y a un vrai besoin pour la communauté des hommes d'affaires, la communauté des chefs d'entreprise, d'intégrer l'interculturel dans son approche de l'international. Et ceux qui, je dirais, ne le font pas prennent des risques importants dans leur approche. Donc, on a, voilà un petit peu pourquoi on a souhaité donc, traiter ce sujet. Pour le traiter, on a réuni un panel de haut niveau qui va intervenir sur ce sujet. Je vais vous présenter rapidement évidemment le programme sur lesquels, et puis je demanderai à chaque fois aux intervenants de se représenter et de nous dire un petit peu leur activité et leur légitimité sur le sujet. Alors, peut-être avant de le faire, un rappel de Convergence internationale, opérateur de services pour le développement international des entreprises et des organisations sur l'axe Afrique-Méditerranée-Europe, avec trois, je dirais, piliers. Le pilier des plateformes digitales, le pilier de l'expertise et le pilier des réseaux, des écosystèmes partenaires. Nous nous appuyons effectivement sur ces trois piliers pour développer une offre de service qui est, je dirais, répond en fait à des enjeux. Premier enjeu, développer sa communauté d'affaires, sa communauté de clients. Deuxième enjeu, trouver des opportunités, accélérer et sécuriser son développement. Troisième enjeu. Et évidemment, accéder au marché, développer les relations, augmenter la visibilité. Ce sont là vraiment les sujets sur lesquels nous sommes Convergence et sur lesquels nous accompagnons à la fois les entreprises et euh, organisations intermédiaires. Ce que je vous propose tout de suite, c'est donc de vous préciser le programme. Donc, nous allons traiter d'abord de l'enjeu, des enjeux d'une bonne compréhension de l'Afrique, avec et d'une bonne communication efficace avec les Africains. Deuxième chose, nous allons traiter les références et conceptuelles et les bonnes pratiques pour justement communiquer de manière efficace à l'international et en particulier dans un contexte africain. Euh, deuxième grande partie de ce webinaire. Et ensuite, nous aurons alors l'illustration de Jennifer Huang, qui est intervenue tout à l'heure au départ là, pour se présenter. Alain Mechoulan, qui devait être là, ne sera pas là parce qu'il a une crise de paludisme. Vous voyez, et ça, voilà, ça nous c'est intervenu hier. C'est ça aussi, je dirais, l'Afrique peut-être, hein, et les conséquences d'un travail en Afrique. Je voudrais tout de suite donc passer la parole à Lanciné Camara. Euh, Monsieur Camara, je vous demande peut-être de vous représenter rapidement et puis ensuite je vous laisse prendre la main. Très bien. Alors, je suis Lanciné Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains basée à Paris. Et nous sommes un peu partout, à Dakar, à Abidjan, à Conakry, etc., etc. Alors,
ce type de débat, je voudrais que ce soit ce qu'on appelle quelque chose qui apporte un plus. Pas de, si vous voulez, pas de tabou, et dire les choses telles qu'elles sont. Les enjeux sont simples. Vous avez un continent qui s'appelle le continent africain. Un continent qui est assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants, sur des puits de pétrole et qui est le dernier de la classe. Vous comprenez que la situation est très grave. On ne peut pas avoir autant de matières premières, ne pas savoir s'en servir et en fin de compte finir dans une pauvreté inacceptable. Alors, les torts sont partagés. Il y a d'un côté de très mauvais dirigeants, ce n'est pas pour politiser, c'est-à-dire que la mauvaise gouvernance est à la fois, elle n'est pas seulement africaine, hein, elle vient aussi de l'autre côté. Ceux qui influencent certains dirigeants africains et qui font de la mauvaise gestion des affaires de leur pays une sorte de, disons, parapluie, tout cela est inacceptable. Et ce genre de débat, c'est que nous allons dire les choses telles qu'elles sont pour que les choses s'améliorent de part et d'autre. Et c'est tellement simple, savoir communiquer entre nous. Savoir communiquer, savoir s'expliquer, expliquer et en même temps respecter l'autre, c'est-à-dire vous qui êtes les partenaires de convergence, vous qui êtes les intervenants de convergence, nous allons trouver des solutions qui soient des solutions innovantes, des solutions apaisées, mais des solutions efficaces. Telle est ma conception de ce type de débat avec vous, avec les uns et les autres. Merci Lanciné pour cette intro. Alors, première peut-être, si on parle maintenant des enjeux et pourquoi en fait c'est important de bien comprendre en fait l'Afrique et aussi pourquoi c'est important de bien communiquer. Alors là, on a répondu un peu à la première question. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on comprend bien les Africains d'après vous quand on est un Européen et est-ce que aussi les Africains ils se comprennent bien entre eux de votre point de vue? Quels sont les constats qu'on peut faire là-dessus? On peut bien se comprendre. Quand un Africain veut bien, il peut parfaitement s'entendre avec les autres. Faut-il encore qu'un Africain ne soit pas une sorte de nègre de service, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut manipuler. Autrement dit, quand un scientifique comme Cheikh Anta Diop avait mis ça sur la table à l'époque, on en a débattu avec lui, eh bien, ça prouve que les Africains, dès lors qu'ils s'assument, ils peuvent travailler sérieusement avec toutes les autres, disons, parties, toutes les parties. C'est-à-dire que ce soit la partie européenne, que ce soit la partie chinoise. Et on en parlera suffisamment parce que les investisseurs chinois en Afrique, nous en avons des choses à dire. Je dirais donc qu'il faut que chacun s'assume, que les Africains eux-mêmes soient responsables, qu'ils ne se laissent pas influencer, qu'ils ne se laissent pas dicter n'importe quoi, et en même temps que les Européens soient raisonnables en disant, puisque nous voulons coopérer dans tel domaine et dans tel autre domaine, il faut absolument que le contrat soit ce que j'appelle transparent. Il faut ça, la bonne lecture des contrats en question. Investi, ce sont des contrats. Ces contrats, s'ils sont lisibles et à la fois gagnant-gagnant, comme on dit, eh bien, tout va bien. Maintenant, si ce sont des contrats fantaisistes où il y a une partie qui doit perdre, nous disons non. Et je dis que je suis très content de travailler avec vous, de parler avec vous, sans tabou, sans complexe, et ça va avancer. Ça, ce sont des constats. Et ces constats, quand je dis qu'il y a parfois des contrats mal écrits ou écrits pour pouvoir ne pas se faire comprendre, entraîne des malentendus. Et je dirais même, bon, jusqu'à l'interculturalité, on peut en parler. Toujours est-il qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Notre rencontre doit déboucher sur la possibilité de trouver des solutions. Je le dis, il faut trouver des solutions. Parler pour ne pas parler, ce n'est pas mon genre. Il faut ici, qu'en parlant les uns aux autres, en nous posant des questions, pourquoi ça n'a pas marché jusqu'ici et comment faire pour que ça marche, alors à ce moment, je suis très partant, je suis très content. Est-ce que vous avez un exemple à donner, Lanciné, d'une situation, alors ça peut être dans un domaine historique ou politique plus récent, où il y a eu une mauvaise communication, d'après vous, ça peut être entre les Africains eux-mêmes ou entre Européens et Africains, par exemple? Alors, quand il y a eu, je donne un exemple précis,
Albert Bongo, qui est devenu Oumar Bongo, quand il a négocié les marchés de pétrole avec la France. Nous, entre-temps, en tant que journalistes indépendants, on a vu qu'effectivement, dans ces contrats de pétrole entre la France et le Gabon, qu'il y avait effectivement des machins qui n'étaient pas clairs pour le Gabon. Il y avait une sorte de coup tordu dans ces contrats, dans certains de ces contrats. En disant, on a prévenu le président Bongo, j'ai prévenu le président Bongo en disant, attention, là, ce machin n'est pas bon pour vous. Et Bongo, qui était quand même un chef d'État qui est resté très longtemps, qui était censé comprendre tout ça, m'a renvoyé dans les cordes en disant, voilà, toi, tu es ceci, tu es un peu gauchiste sur les bords, c'est comme ça que ça va se passer. Et après, quand il a compris qu'on a pompé le pétrole gabonais à bon prix, finalement, sans contrepartie, il y a eu quelques maisons qu'on a créées, qu'on a pu construire ça et là, quelques routes qui ont été tracées. Ce n'est qu'après, bien très tard, que Bongo, c'est un exemple, ce n'est pas pour attaquer, ce n'est que plus tard qu'il a compris qu'en fin de compte, il a été lui-même pratiquement, comme on dit, enfariné, c'est-à-dire qu'on l'a tourné en bourrique. Et c'est même vers la fin de sa vie. Et puis, ce qui est grave dans les contrats, entre-temps, on lui faisait des faveurs en France. Ce n'est pas attaquer, c'est de dire, vous voulez qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il a acheté des appartements à Paris. Et je lui ai même dit au président, à l'ambassade du Gabon, à Paris, que l'achat des appartements, comme vous le faites, cela peut tôt ou tard vous retomber dessus. Il m'a encore renvoyé dans les cordes en disant, voilà, je connais les dossiers sur la France. Si un jour les appartements achetés ici, on tentait de me les enlever, eh bien, je sortirai des dossiers. Ce qui m'a fait rire. Alors, autrement dit, ce n'est pas pour attaquer, c'est pour qu'on avance ensemble. Il ne faut pas que quand les Français, ils ont le droit de coopérer au Gabon, en Guinée, au Cameroun, mais il faut qu'eux-mêmes ils soient responsables en disant tel chef d'État qui évidemment bénéficie de nos faveurs, ça ne doit pas dire qu'il faut coûte que coûte aller pomper l'air, le diamant et tout ce que vous voulez à prix pratiquement à bas prix. Il faut éviter tout ça. C'est ce qui crée le malentendu. Et nous sommes là pour éviter les malentendus d'hier. Voilà, pour avancer aujourd'hui en 2022. Merci, Lancinet, pour ta franchise et ton discours clair. Est-ce que on pourrait aujourd'hui conseiller, d'une part, au reste du monde, on va dire, j'inclus pas seulement les Européens, mais s'ils veulent, je dirais, mieux comprendre l'Afrique, qu'est-ce qu'ils doivent faire, de ton point de vue, pour mieux comprendre l'Afrique aujourd'hui? Alors, tout est simple, tout est clair. Vous savez, avec Internet, on se comprend mieux. Avec les médias, s'ils sont honnêtes, on se comprend mieux. Quand nous nous expliquons, quand nous nous parlons, franchement, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça va mieux. Aujourd'hui, l'Europe doit comprendre la France. La France doit comprendre l'Afrique. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très important. Je vais vous dire que lorsque Bolloré, c'est un exemple, investi dans les ports, Conakry, Lomé et j'en passe. Il faut que tout cela soit fait avec les règles de l'art. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des répondants aussi bien dans ces ports et dans ces pays. C'est-à-dire que si Bolloré veut investir à Dakar ou dans les ports à Lomé et ailleurs, il faut que ceux qui sont là sachent lire ce que Bolloré propose et se disent, ah, c'est ce que nous appelons un investissement gagnant-gagnant. Le Togo va gagner, la Guinée-Conakry va gagner, et j'en passe. C'est comme ça qu'il faut faire. La compréhension vient du fait qu'il faut savoir négocier et faire en sorte que personne ne soit perdant. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Alors ça s'adresse à la fois à tout le monde, enfin aux Européens, Aux mais Africains, aussi aux Africains. ça c'est certain. C'est-à-dire que les Africains sont souvent les premiers, certains d'entre eux, à être des nègres de service. C'est-à-dire qu'on peut leur faire avaler n'importe quoi. Parfois, moyennant quelques dessous de table. Et ça, je touche le nœud de la situation. Les dessous de table, il faut absolument mettre fin à ça. On vient, on dit à tel ingénieur, écoutez, vous allez parrainer ça et vous allez signer, et puis on vous donne
3 millions. Mais alors, il faut absolument arrêter ça. C'est ce qui fait que jusqu'ici, l'Afrique ne se développe. Point. C'est ça, c'est la corruption. Bon, ce n'est pas pour politiser, mais allons vers la clarité et vers la vérité. Est-ce que peut-être pour conclure un peu ton intervention, Lancinet, qu'est-ce que tu appelles de tes voeux, je dirais, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu espères là pour, je dirais, les années qui viennent, notamment sur justement ces sujets de compréhension mutuelle entre, notamment, et là faisons un focus peut-être sur la communauté des affaires, les entreprises. Hein. Qu'est-ce que tu appelles d'eux pour que, je dirais, il y ait une meilleure efficacité de coopération, d'échange, de business entre l'Afrique et le reste du monde? L'Afrique ne peut pas se replier sur elle-même sans le monde, sans l'Europe, ça c'est certain. Mais il faut aussi que ce beau monde-là sache que les populations africaines ont besoin de vivre des ressources naturelles que, comme on le dit, qui leur sont naturelles, qui leur sont tombées, si on peut le dire, du ciel en quelque sorte. Il faut que dans ce domaine précis, aujourd'hui, quand quelqu'un vient pour négocier tel ou tel marché, qu'on le fasse avec beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus de rigueur. C'est-à-dire qu'on n'infantilise plus ces Africains qui se laissent infantiliser. Si un Africain se laisse infantiliser, tant pis pour lui. Mais si un Africain est responsable, il se forme, il dit, je tiens un dossier. Ça, c'est bon pour mon partenaire étranger, mais ça, c'est bon pour mon propre pays. Eh bien, tout va bien. C'est ce que je souhaite en 2022. C'est-à-dire que nous devons, nous, Africains, être responsables, ne pas du tout accepter d'être des nègres de service, savoir communiquer, ne pas se laisser dicter. Vous savez, tous ces grands médias qui nous manipulent là, il y a un marché, c'est terrible ce qui se passe en Afrique. L'Afrique est devenue le marché, c'est-à-dire qu'il y a eu le colonialisme économique. Je ne suis pas là pour politiser. Il y a eu le colonialisme économique, il y a eu bien sûr ce que j'appelle l'espèce de gangstérisme économico-politique, mais c'est fait avec certains médias. Parce que quand ces médias ferment les yeux sur la vérité, eh bien, ils deviennent complices. Et c'est ce qui se passe. Les médias français, pourquoi ils ont peur de nous inviter? Non, parce qu'on va dire certaines vérités. Si on m'invite demain, que ce soit sur CNews, j'ai même demandé à rencontrer sur CNews, j'ai montré ça à Jean-Pierre lui-même, je voulais rencontrer Zemmour. C'est ça la vérité. Zemmour dit n'importe quoi. Et je dis, CNews est un grand média, mais ce n'est pas parce que c'est un grand média qu'il faut laisser uniquement la parole à Zemmour. Il faut aussi porter la contradiction à Zemmour. Quand l'Algérie, je le dis, ce n'est pas pour politiser, a été colonisée pendant 132 ans par la France, mais la France aussi en a bénéficié à l'époque pendant 132 ans du gaz algérien. Ne pas le dire, c'est ne pas dire la vérité. Il faut que Zemmour cesse de dire n'importe quoi, mais pour qu'il cesse de dire n'importe quoi, il faut que les grands médias nous acceptent, nous aussi, qu'on lui dise ça. Alors, je le dis pour 2022, 2023 et machin, c'est la vérité qui doit triompher. Le sérieux, la sagesse, la rigueur, et tout ira pour le meilleur des mondes. Merci, Lancinet, pour ce discours, ton franc-parler, ta clarté. Et moi, je retiens quand même un message à toute la communauté d'affaires. Regardez l'histoire de manière factuelle et comprenez-la, hein, en particulier quand on est avec l'Afrique. Et ça, c'est important. Personne, nul n'est censé ignorer l'histoire. On devrait dire ça. Alors, on aura l'occasion, et vous aurez l'occasion de reposer des questions, évidemment, et de challenger, si vous le souhaitez, Lancinet. Ce que je propose, c'est que tout de suite, on passe à la deuxième partie avec toi, Jean-Louis. L'objectif, avec toi, que tu nous rappelles peut-être un certain nombre de concepts et de pratiques dans la communication que souvent les chefs d'entreprise, les entrepreneurs oublient. Et je crois qu'il faut un peu d'humilité dans ce domaine. Je te laisse la parole. Peut-être je trouverais bien que tu te représentes à nouveau là, si tu veux. Hein.
Je vois que, Les en gens tout cas, je te l'ai importants dit. n'ont pas besoin de se présenter. Non, mais Jean-Louis, quand même, bon, alors c'est moi qui vais le faire. Jean-Louis est un, je dirais, des experts internationaux en France et je dirais qui a évolué dans le monde francophone. Quand il était opérationnel à la Ségos, il était le référent de tous les consultants et de tous les clients sur les sujets du management et de la culture. Donc, voilà, et j'essaie de maintenir avec Jean-Louis ce niveau d'interaction pour qu'il continue à contribuer, évidemment, et à partager son savoir, son expérience. Dis-moi si tu veux que je te partage le slide show ou si tu parles comme ça. Bon, comme tu veux, parce que c'est bien de voir les gens, j'aime bien voir. Oui, ouais, c'est bien aussi, oui. Donc, Oui, ce que je ferai, c'est que je te laisse parler, puis je remettrai peut-être le oui, lien. oui, oui, Quand oui, tu auras à ta conclusion, on oui, verra oui, le oui, slide. oui, oui, OK, oui, on oui, fait comme ça. oui, oui. Commençons d'abord pour introduire le sujet. La question de faire du business fructueux avec d'autres cultures, eh bien, ça suppose un certain nombre de postures de base. Alors, en particulier, être accepté, donner envie aux autres de vouloir faire du business avec moi, que ce soit en Chine, je suis allé à Jakarta, au Maroc, à Madagascar. Il faut maintenir une dialectique entre, certes, être accepté par les autres, mais en même temps garder sa propre authenticité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne dois être ni dédaigneux, méprisant, supérieur et compagnie, mais en même temps, ce n'est pas pour ça que je dois être complètement inclus dans la culture des gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que quelque part, je dois garder mon authenticité. Et pour ce qui concerne en particulier l'Afrique, où j'ai pu intervenir pour l'Office chérifien des phosphates, à Madagascar dans les mines, au Cameroun et compagnie, je me suis aperçu qu'il fallait faire attention. Attention ne veut pas dire méfiance absolue, mais attention sur des notions de type, par exemple, des vigilances sur la notion de contrat. Par exemple, établir un contrat, ce qui nous paraît évident, nous, dans la culture occidentale de contrat, ce n'est pas évident partout. Sur les engagements réciproques, par exemple, j'avais beaucoup de mal à faire que des personnes s'engagent sur un projet daté avec des résultats mesurables à l'avance. Vous voyez, ça c'était vraiment une des difficultés que j'ai rencontrées. Et puis la notion de temps aussi, gestion du temps, qui manifestement, on n'est pas obligatoirement sur les mêmes planètes. Et donc l'idée pour quelqu'un qui fait du business à l'international, c'est d'une part d'accepter que le monde ne soit pas exactement mon monde à moi, mais en même temps, ce n'est pas pour ça qu'il faut que je foute à la poubelle mon monde à moi. Pour reprendre un peu cette expression qui a été exprimée tout à l'heure, c'est ma façon de penser le gagnant-gagnant. Et donc, pour ça, je vous conseille de lire, en tout cas d'approcher les thèses d'un sociologue qui s'appelle Philippe Diribarne, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La logique de l'honneur, avec lequel j'ai vraiment beaucoup appris pour faire des interventions à l'international. Et en fin de compte, pour résumer, nous qui sommes marqués par le business à l'occidental, on est très centré sur la logique du contrat, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, depuis maintenant une trentaine d'années, le management par projet, etc., domine la sphère occidentale, alors que j'ai repéré qu'en Afrique d'une part et en Asie aussi, nous avions deux autres logiques qui étaient, alors je vais dire complémentaires pour être sympa, la logique de l'honneur, c'est-à-dire qu'il fallait faire très attention aux problématiques de l'humiliation, etc., et la logique du consensus. Par exemple, j'avais découvert en Afrique que dans un groupe de travail, il m'était très difficile d'obtenir des feedbacks, y compris des critiques. Alors que je demandais justement, faites des critiques sur le sujet, qu'on puisse avancer. Et en fin de compte, je me suis aperçu que ça, c'était
très difficile à obtenir, alors qu'en fin de compte, les personnes avaient des critiques, mais ça ne se faisait pas de le dire en groupe. Donc, ils venaient me voir chacun dans les couloirs pour papoter avec moi, mais ce qu'ils me disaient en individuel dans le couloir n'était pas dit en groupe. Et ça, c'est une chose avec laquelle je m'y suis fait. C'est-à-dire que, quelque part, sans renier ma propre culture, eh bien, je me suis adapté et j'ai fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour le sujet. Je termine cette introduction en faisant un détour par la Chine, qui apparemment n'a rien à voir avec l'Afrique, et dans le temps, puisque cette histoire s'est passée il y a 15 ans, au moment où justement je commençais à développer encore plus les offres internationales de Ségos. Une délégation de politiques chinois vient à Paris et demande au directeur international du groupe Ségos qu'on leur fasse l'après-midi même une conférence sur comment, dans les pays occidentaux, vous motivez et impliquez le personnel, quelles sont vos techniques de management motivationnel, etc. Et il se trouve que je rencontre le matin 3 personnes chinoises avec qui nous discutons. Et le patron me donne sa carte de visite en main. Je prends la carte de visite, je fais « Ah, thank you very much », je la mets dans ma poche et je donne ma carte de visite à cette personne-là. Et alors, quand ils sont partis, Catherine Tournier, que tu connais bien, Jean-Pierre, me dit « Jean-Louis, tu viens de faire, mais alors ?» C'est inimaginable la connerie que tu viens faire parce qu'en Chine, quand on te donne la carte de visite, il faut que tu la prennes comme ça dans les 2 mains, que tu la regardes, et vraiment que tu prennes du temps à la regarder et que toi, tu donnes ta carte de visite. Voilà, et il faut qu'il y ait ce temps-là. Et elle me dit, là, tu as fait... Prof bi ni defal cours ni 2 heures de temps yëpp da lay raconter. J'entends. Alors, j'ai coupé le son, excuse-moi Jean-Louis, on a coupé le son. Elle m'a dit carrément, là tu fais une connerie. Alors, j'ai trouvé le truc, donc, bon, allez, je me vante un peu, je suis assez ingénu, etc. Quand la délégation chinoise est arrivée chez Ségos, ils sont installés, donc il y avait une 40aine de personnes, et je commençais à faire mon intervention. J'ai commencé comme ça, je leur dis, voilà, je ne connais pas bien la culture chinoise, je vais probablement faire des erreurs avec vous, parce que je connais pas. Sachez que si je fais ces erreurs, ce seront des maladresses. En aucun cas, ce sera du mépris, du dédain, etc. Et je vous demande d'ailleurs de me pardonner pour ça en commençant. Et aussi, dites-moi pendant la conférence ou le cas échéant après, les erreurs que j'ai pu commettre avec vous. Et ça peut paraître anecdotique, mais j'en ai tiré pour moi-même une leçon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ce que je fais maintenant depuis 15 ans, c'est-à-dire que comme c'est très difficile de comprendre à fond une culture, les tabous, les rites, les religions, les us et coutumes, etc., et que j'ai pas le temps de lire des tonnes et des tonnes de bouquins sur l'interculturel, eh bien, je me présente plutôt comme ça. C'est-à-dire, bon, sachez que je vais certainement faire des maladresses et que c'est pas pour ça qu'on va rendre nos relations. Donc, je préconise, pour celles et ceux qui le peuvent ici, ce que j'appelle la méthode de Colombo, c'est-à-dire une méthode à profil bas, devant ces situations un peu inconnu pour nous. Ça, c'était la mise en œuvre de la posture d'humilité. Merci Jean-Louis. Voilà, c'est vrai. Bon, ça me semble, mais ceci étant dit, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ma technique. Maintenant, je vous oblige pas à faire de même. Alors, ensuite, la deuxième partie, et ça, vous l'aurez dans le premier chapeau, mais vous pourrez aller plus loin. Je repère un certain nombre d'outils. Là, je reste très méthodologique. Alors, ce que j'appelle des outils de posture, donc des postures nécessaires et qui peuvent être utiles dans le business interculturel, et aussi des techniques plus précises. Alors, je vous donne d'abord quatre postures
Donc, c'est plus une façon d'être. Vous voyez, c'est pas de la technique, c'est pas une façon d'être. La première, c'est rester enfant ingénu tout le long de la relation et en particulier en phase de découverte. Par exemple, au Maroc, eh bien, les participants à mes séminaires me disaient on vous prévient, on demande de s'arrêter pour faire nos prières, par exemple. Et moi, alors du coup, l'enfant ingénu, c'est vous vous arrêtez pour faire vos prières, etc. Et vous pouvez m'expliquer quels en sont les fondements, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous êtes devant un truc qui n'est pas le vôtre, en tout cas qui ne fait pas partie de votre propre culture, c'est de se mettre non pas en situation de mais c'est pas normal, on devrait travailler, vous allez perdre votre temps, vous voyez, ça va pas passer. Donc l'idée, c'est de se mettre en posture d'enfant ingénu. Deuxième point, alors ça je l'ai appris à la Commission européenne aussi, c'est la pluriperspectivité, ce qui est la reprise en fin de compte d'une notion d'Aristote, c'est-à-dire que les gens intelligents, en fin de compte, ce sont des gens qui sont capables de comprendre et de comprendre des choses qui sont incompréhensibles dans leur culture de base. C'est-à-dire qu'en fin de compte, que les opinions, ce qui m'est dit, etc., même si ce n'est pas mon truc, mais quelque part, je dois accepter qu'il y a je dois accepter que ça existe et qu'il faut faire avec. Par exemple, pour ceux qui connaissent, vous avez un garçon qui s'appelle Will Schultz, je ne sais pas si vous connaissez, qui a développé, Schultz, qui a développé des méthodes de négociation et dont une s'appelle Beyond Conflict et dans laquelle la première phase, c'est de se mettre d'accord avec les autres sur quel est le problème qu'on a à résoudre ensemble et très vite penser quels peuvent être les intérêts de chacun. Donc, quelque part, je vais dire quels sont mes intérêts directement. Voilà, moi, ce que je veux, c'est faire affaire. Ce que je veux, c'est signer ce contrat-là. Ce que je veux, c'est qu'on développe ce type de produit au Cameroun, par exemple. Voilà, si je viens là, c'est parce que j'ai ce but-là. Et vous avez aussi probablement les intérêts. Allez, mettons-les sur la table. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est vraiment… Oui, c'est très clair. Et on comprend bien pourquoi la commission t'avait fait venir. Oui. Non, c'est une blague. Hein. Non, mais attends, mais c'est très sérieux parce que autrement, si on n'est pas capable de pluriperspectivité, c'est là que vient la haine. Ouais. Parce que justement, les premiers travaux sur la pluriperspectivité, ça a été pour ouvrir des classes franco-allemandes dans lesquelles on apprenait l'histoire aux enfants, où on leur racontait quelles étaient les logiques, les intérêts, les raisons qui poussaient, par exemple, des résistants à l'être ou à l'Angleterre à s'organiser de façon à ce qu'on fasse la nique aux nazis, mais en même temps, on expliquait aux élèves quelles pouvaient être les raisons qui faisaient que les nazis étaient en développement et avaient fait la guerre. Vous voyez, c'est ça la pluriperspectivité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vraiment… c'est pas se mettre à la place de l'autre, c'est pas ce mode d'empathie-là, mais c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, ils ont eu cette position-là. Et donc, l'idée, c'est… Et là, c'est là que je retrouve l'enfant ingénu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vas-y jusqu'au bout. Et puis alors, une dernière chose, le facteur chance. C'est des trucs que j'ai remarqué. Je me souviens, j'avais fait une intervention à Jakarta et en fin de parcours, c'est en anglais, et les gens me disent vraiment, John-Louis Miller, vraiment, vous êtes quelqu'un de bien. Alors, moi, j'étais content. Et il y a la patronne, c'était une grande société de conseil indonésienne qui voulait développer du business avec nous. Et elle a dit, oui, vraiment, vous êtes vraiment très attentif à nous parce que le premier jour que vous êtes arrivé, vous aviez une chemise à fleurs verte. Et elle me dit, le vert, c'est la couleur de l'islam. Et que c'était et que pour elle, c'était quelque chose qui était un grand respect pour sa religion. Je vous le dis à vous, je n'y avais pas pensé du tout.
Là, c'était pas stratégique chez moi. C'était, bon, j'aime bien les chemises à fleurs, j'aime bien. Et puis en plus, j'avais chaud, donc il n'y avait pas question, je mettais une cravate là-bas. Et en fin de compte, il y avait le facteur de chance. Alors ça aussi, ça peut exister. Facteur chance. Ouais. Si je ne suis pas chanceux, j'ai donc intérêt à demander à ma femme derrière si je suis bien fagoté pour aller faire mon intervention. Mais il y a des chances comme ça, il y a des voilà. Alors ensuite, vous avez des techniques, alors que je présume que vous connaissez pour la plupart. Vous avez, alors ça nous vient, alors bon, il se trouve que vous avez la programmation neurolinguistique qui a relancé cette approche-là, mais c'est vieux comme Hérode. C'est ce qu'on appelle les synchronisations. Donc, en gros, c'est être centré sur les autres et globalement, si je veux être accepté, faut à peu près que je fasse à peu près les mêmes gestes. Alors, il ne s'agit pas de singer non plus, mais globalement, si la personne se met en arrière, je me mets en arrière aussi. Si elle fait comme ça, je fais ah, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, c'est terrible. C'est comment être en lien d'animal à animal. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des mammifères et c'est important d'être synchronisés. Alors, synchroniser ne veut pas dire imiter. La synchronisation, c'est comme une danse. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, des danseurs de tango, des danseurs de rock'n'roll ou de cha-cha-cha ne font pas les mêmes gestes et pourtant, il se passe quelque chose. Et donc, l'idée, c'est se synchroniser. Deuxième technique que j'apprécie beaucoup dans les situations interculturelles, c'est la méthode je. Alors, la méthode je qui s'oppose à la méthode tu. Par exemple, si je dis « ce que tu viens de dire est incompréhensible », ou « mais vraiment, faut vraiment être fou pour penser ça », vous voyez, là, je suis dans la méthode tu, c'est-à-dire que quelque part, je suis dans « je taxe », ouais, je mets une étiquette. Alors ça, par exemple, j'avais remarqué au Cameroun, alors par exemple, les gens ne supportent pas ce genre de truc-là. Et donc, l'idée, c'est « je ». C'est-à-dire, c'est « ben voilà, vous avez dit ça, vous me présentez cette affaire-là, moi, pour l'instant, je ne comprends pas. Je vais même dire, tiens, allez, je vous le dis carrément, j'ai été un peu choqué, je vous le dis, mais l'idée, c'est que ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à avancer. Et donc, l'idée, c'est de placer du « je ». Alors, non pas « moi, je », mais « je », c'est-à-dire ce que ça me fait, ce qui se passe, mais sans étiquetage avec des jugements de valeur derrière. Je ne sais pas si je suis clair. Illustre oui. avec une phrase, peut-être. Pardon ? Si tu peux illustrer juste avec une phrase. Ah par exemple, un groupe, c'était dans une entreprise marocaine, s'était engagé à réaliser des entretiens préparatoires à l'intérieur de leur même entreprise pour pouvoir ensuite aller plus loin pour bâtir le plan de développement industriel. Et le groupe, je les retrouve un mois après, ils n'avaient pas fait. Vous comprenez que si je commence par dire, mais attendez, votre conduite est inqualifiable, vous aviez promis qu'il y aurait le projet, que vous auriez fait les interviews, et vraiment là, c'est une forme de sabotage de l'affaire, etc. Globalement, même si sur le fond, peut-être j'avais raison, là, ça peut pas passer. Donc, la méthode je, c'est de dire, ben voilà, alors je suis vraiment très décontenancé par ce qui se passe. Moi, j'étais venu, j'étais content parce que je me disais, tiens, on va pouvoir avancer sur le truc. Et là, moi, sachez que moi, ça m'ennuie qu'on prenne ce mois de retard. Vous comprenez la différence ? Oui, parce que ça n'a pas l'air, mais ça. Voilà. Et alors, bien sûr, ça vaut le coup de recenser quelques rites et tabous quand même. Mais en même temps, je mettais en garde nos consultants Ségos qui intervenaient à l'international sur certains qui voulaient avoir une sorte de lexique. Dans tel cas, il faut faire ça, voilà le rite et tout. Et je leur disais, mais attention, vous allez prendre 10 ans à vous imprégner d'une culture. Et nous, on fait du business, on n'a pas, c'est pas notre job. Donc l'idée, c'est bien sûr, vaut mieux connaître les grosses conneries à ne pas faire, par exemple, mais en même temps,
c'est pas pour ça qu'il va falloir à chaque fois lire un manuel complet de rites et tabous dans chacun des pays et dans certains cas même dans chacune des sous-régions d'un pays. Du coup, clair. Trois règles d'or. Mais si dehors vous ennuie, vous mettez platine, vous mettez trois règles ou trois conseils. First of all, si vous appliquez les méthodes que je viens de vous dire là, avec perfection, mais que vous-même, vous n'êtes pas congruent avec ça, c'est-à-dire que c'est pas votre truc, c'est-à-dire que chez vous, il y a encore du dédain, du mépris, de la supériorité, ce sera impardonnable. Même si vous appliquez les techniques de synchronisation, de méthode de l'enfant ingénu, méthode jeu et compagnie, impardonnable. Même si vous connaissez par cœur les rites et les tabous de vos interlocuteurs. En revanche, si vous êtes, vous, authentique, avec ce que je vous ai raconté, et que vous faites des erreurs techniques, ça va, ça peut passer. Et dernier point, dernier point, je l'avais marqué. Oui, en fin de compte, l'idée, c'est qu'en fin de compte, pour maintenir des relations avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas de la même culture, eh bien, l'idée, c'est qu'il faut rester authentique et donc, globalement, avoir envie de le faire, etc. Par exemple, moi, je sais qu'il y a j'ai des consultants qui m'ont dit moi, je ne veux pas aller là-bas parce que ce sont des fainéants et tout. Par exemple, moi, je leur ai dit je ne te mets pas sur la mission. Parce que le premier truc qui fait que tu vas être accepté, c'est globalement, t'aimes découvrir des gens, t'aimes les gens qui ne sont pas comme toi, etc. Si toi, tu penses que c'est ton modèle à toi qui est bon et puis que les autres sont mauvais, c'est même pas la peine que je t'envoie. Et donc, mais plusieurs fois, j'ai rayé des consultants que j'ai mis sur d'autres missions, mais que je ne voulais pas mettre dans des missions comme ça, s'ils disaient, ouais, c'est pas normal qu'ils soient ça, ils sont toujours en retard. Alors là, vraiment, pour moi, c'était ciao, tu n'iras pas faire ce contrat. Et puis, je précise que j'adore les questions, j'adore être confronté, donc j'espère qu'il y aura un temps pour ça. On peut peut-être tout de suite réagir. Enfin, moi, si tu es d'accord, et puis après, on aura à nouveau, mais moi, j'avais une ou deux questions là tout de suite. Oui. Et peut-être que j'ai envie de repartager pour que tout le monde puisse lire en fait le document là. Si ça veut bien dérouler. Voilà, ça, c'est les concepts et pratiques que tu nous as expliqués. Enfin, tu en as un certain nombre. Sur la synchronisation, tu as parlé de la synchronisation, on va dire, non verbale. D'accord? Tu as parlé de ça. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je dirais, des synchronisations peut-être et là, bon, qui sont verbales et puis voilà, et qui sont peut-être aussi ce que j'appelle moi la synchronisation culturelle. Oui. Alors là, on rentre dans des détails, mais bon, qui valent le coup. C'est ce qu'on appelle calque et décalque. Comment dire quelqu'un me dit on arrivera, j'espère qu'on arrivera à faire ce projet, Inch'Allah. Ça va? Donc, combien de fois j'ai entendu cette phrase-là? Voilà. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas, je suis pas très, très féru de religion, c'est pas mon truc. Et c'est vrai que si je décalque, alors ce qu'on appelle un décalque, ce serait par exemple de dire à l'autre, qu'est-ce que vient faire la religion là-dedans? Vous avez compris? Et donc là, je fais ce qu'on appelle un décalque, je me décalque de l'autre, et là, probablement, ça va mal se passer. Donc le calque, le calque, c'est donc vous mettez Inch'Allah, vous mettez Allah dans le processus de conduite du projet. Pourriez-vous m'en dire plus? Pour vous, en quoi c'est important? Et à partir du moment où que tu poses ce type de questions-là, même si toi, tu n'es pas religieux, tu acceptes que l'autre puisse avoir une dimension religieuse dans sa façon de penser les choses. Et ça, c'est des synchronisations sur les valeurs. Alors,
je dis plus synchronisation parce que synchronisation, c'est trop mécanique, mais ça, c'est ce que j'appelle le calque et le décalque. Et je fais faire des exercices en séminaire sur ces sujets-là. C'est pas évident. Hein. Ouais, l'exercice tout bête du style qui est pour la peine de mort ici? Donc quelqu'un lève la main et dit moi je suis pour la peine de mort. Eh ben il y a des gens qui tout de suite se mettent en décalque. Oui, c'est scandaleux, c'est complètement voilà. Et je leur dis ok, mais globalement vous allez cliver là. Vous allez faire une guerre vous allez voilà. Et donc le calque, c'est tout simplement de dire ok, tu es pour la peine de mort. Tiens, peux-tu m'en dire plus? Je voudrais en savoir plus parce que moi-même, je ne suis pas pour la peine de mort, mais ça m'intéresse de savoir ton point de vue par rapport à ça. Voilà, ça c'est calque et décalque. Vous avez compris que j'adore ces techniques-là. Conseil très précieux, à mon avis, Oui. là que tu nous dis, parce que vraiment, ça permet d'éviter toute la pollution dans les affaires, en fait, hein, si on réagit comme ça. Et sur les sujets clivants, appliquons le calque, de mon point de vue. Ouais. Bon, Jean-Louis, on aura. Moi, j'aurais plein d'autres. Enfin, je pourrais te faire parler, etc. Mais ce que je voudrais, c'est que peut-être là, Jennifer, if you're there, Yes. de faire intervenir Jennifer Yang, qui est donc entrepreneuse. Elle est basée à Paris, donc elle connaît bien, mais en plus, elle a fait tout un parcours en Allemagne. Donc, elle connaît bien les Allemands, elle connaît bien, et puis elle est chinoise, et puis elle connaît bien les Français puisqu'elle vit en France, et elle veut faire du business en Afrique. Donc, vous voyez, elle a des choses à nous dire. Donc, voilà. Jennifer, do you want me to share the slideshow? Yes, please. Hello, everyone. I'm so sorry that I have to switch to English. Otherwise, I will have problem to discuss with you. It's extremely interesting what I've listened to two gentlemen's speech. Very interesting topic. So Jean-Pierre invited me to talk about the Chinese and Chinese business culture in Africa and Europe. Yes. It's a very broad question, but I think no matter Chinese in Europe or Africa, there are some fundamentals which is quite identical and similar. So I probably would answer the question from Jean-Pierre from the core of Chinese culture and the Chinese business culture so that it is applicable in Europe and in Africa and everywhere. And so I prepared 4 slides and I would like to go through it quickly with you. And Jean-Pierre. Yeah, so just follow. I suggest Jennifer, we follow your slideshow, and then maybe I ask questions on top of it. Je vais proposer à Jennifer de suivre son raisonnement, et puis ensuite on pourra lui poser des questions complémentaires. Yes, let's do it like this. So when we talk about China, rising Chinese economy, and especially about the global expansion ambition of Chinese. So there's one thing we have to, I think most of you know, that this famous strategic globalization of Chinese promoted by the government called One Belt, One Road, right? And so that is one of the elements we probably have to integrate into the discussion, but I go to the generic cultural difference part first. So if we think about Chinese culture, Chinese business behavior and culture, we have to understand fundamentally, Chinese culture is about Confucianism. And if we look at the European, it's absolute individualism, right? So these are the fundamental differences which decided all the points we can discuss endlessly. So I will name a few. If you have heard or learned a little bit about Confucianism, what is about that? It is basically a very collective culture. Yeah. It is so different to what we're used to, the Western culture, individualism. Starting from there, you would understand why Chinese behave very differently and think differently
communicate differently. Because under this Confucianism value, secular structure, that the Chinese will value face value very high. Chinese will put family as number one rather than any religious belief or whatever. And Chinese will evaluate relationship as the most important parameter in the business. So what does face value mean? Face value means even if I disagree with you, I will never go beyond the face, meaning the respect to you, to challenge you without a bottom line. So in a way, Chinese would never tell you no, because this no is not existing in the culture. They may say, maybe, okay, we could come back later. That is actually a no to you. Okay, so it's to respect the opposite party's face value. So another thing very important is because most Chinese do not have religious belief, so family is the most important. Family and extended family relationships is a fabric of Chinese society and community. So anything related to family is the priority. It applies to business as well. In business, there's one keyword which is called 关系, means connections, relationship. 关系 decides how far you go with the Chinese business. If you are a family member, there's no doubt, trust, anything they will do without even black and white or rational analysis, they support you. From your core family to extended family relationships. Mm-hmm. And Guanxi also goes to friendship level. If it's a core friendship circles, this Guanxi will help you go very far with business as well. Because the trust is more than any rational analysis of competence, background, whatever. So that is the most decisive cultural elements outsiders have to understand. All of these key points are rooted in Confucianism. And may I ask you a question on this? Because the Guanxi, I think, does it work only for Chinese, or does it work also for anyone, a European, willing to adopt the Guanxi technique or posture? Sure. Est-ce que le Guanxi, on peut se l'approprier aussi? Est-ce que ça fonctionne pour les Européens, par exemple? Yes, it does. It does. It goes first from, of course, the most close personal connections through a family. But then if it's introduced as an outsider by the insider, this Guanxi is as trustworthy as the core family extension. It works well between Chinese, European, or Chinese, whatever business relationship, as long as this relationship is trusted, and this Guanxi could go long way. Yes. Can you, okay, maybe it's, sorry, Jennifer, mais, ce Guanxi, le concept de Guanxi, Lancinet, est-ce que ça c'est proche des Africains? Le concept de la famille élargie, c'est pas seulement la famille cœur qui compte, mais c'est aussi la famille élargie et cette culture peut-être de la solidarité familiale, villageoise au sens large. Ça aussi, c'est une proximité entre les Chinois et les Africains. Oui, mais c'est simple. Dans des pays où il n'y avait pas les mécanismes de développement, la famille était une sorte de socle et de possibilité de vivre ensemble. C'est ce qui fait que la solidarité africaine est jusqu'ici restée
assez solide, uniquement parce que nous pouvons, dans ce que nous faisons ensemble, cultiver la terre, nourrir nos familles, nos enfants, qui sont souvent nombreux. Donc, la solidarité africaine s'impose. Maintenant, celle de la Chine. La Chine aujourd'hui a la possibilité de se développer autrement avec sa nouvelle technologie, ses performances techniques et autres. Même ça, dans ces conditions, la famille élargie en Chine n'est plus ce qu'elle devrait être. La preuve, un coup on dit il faut mettre fin à la naissance de beaucoup d'enfants. Et puis après, quand on voit qu'il y a le vieillissement qui est là et qu'il faut remplacer les vieux par les jeunes, on dit ah, il faut donner la possibilité à d'autres familles pour avoir encore des enfants. Tout ça, ce sont des circonstances qui dictent la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle nous sommes. Maintenant, il va falloir en débattre le moment venu. Ouais. Merci pour ta réponse. Jennifer, okay, I think it was interesting to have Lancinet say something about this concept, this Guanxi concept. Please go ahead with your points. So the first, when the fundamental difference is understood, then there are a lot of funny minor business behavior or habits that the Westerners or the outsiders understand or adapt. For example, in business, at least in Europe, we don't go out for drinking party with the potential business partner if the deal is not done, right? But in China, the deal is done over an ongoing drinking party. Very often, big contract is done after everyone got drunk. And it's done between boss to boss at a very easy, heavy drinking party. It's still like this because over drinking, Chinese believe everyone is relaxed and everyone shows a little bit more true personality. And it's a very good chance to know the opposite part. And if the atmosphere and the feeling goes very well, normally it's not a big deal to decide the business. And then all the detailed things that the European, at least, pay much greater attention, the contractual clauses, terms, whatever, is very secondary, okay? So deal over drinking is a very hard part, at least for Westerners to understand. But it is very critical and essential if you really want to close a deal with the decisive Chinese bosses. This is almost the only way you will get the final yes from the real boss, okay? So that is a huge difference. So the process of negotiation is very different. The mentality of negotiation is very different. This is just minor point, but shows you how different the dealings could be. And then another thing very interesting for the Westerner is to understand the contract for Chinese is not final. I know this sounds horrifying to most European because they can go crazy for that. My God, after long negotiation, finally I got the paper signed. Okay, everything will happen as agreed on paper. But I tell you, most of the time, no. Okay, the contract, a signed contract for Chinese is the beginning of a journey. For us, the contract signed means it's to seal and to obey and let's follow up. Don't be surprised when you, after closing the contract, that you face change and difficulties and a challenge. But the Chinese party is willing to work with you together to solve that. But you should not take the contract as really the final picture. It doesn't go that way. And then another thing very important, I mentioned it already, but I want to remind everyone again, is the indirectness and the directness of communication. Don't forget,
Chinese are not educated to say no loudly. It's very hard for Chinese to say no. But you get implication what they really mean no. And that is very important to understand the indirectness in business. So there's ambiguity. But if you are a if you are a culturally sensible manager, you will figure it out. So side talk, small talk is important to understand where your opposite parties are. And another thing which is stunning for most European is Chinese is extreme risk-taking, which is against the Confucianism kind of fundamental mentality. Why and how come? It's because Confucianism is a very practical philosophy. And Chinese doesn't have any religion. That's why, as it is a life philosophy, Chinese are extremely flexible, secular, flexible. And in business, that is an advantage that Chinese can extremely risk-taking because there's no boundary or bottom line in terms of belief or value, whatever. That's one very important point. Another point is because Chinese had been suppressed for decades in the socialism system, right? And after 1980, Chinese suddenly became a pure capitalism playground. That's why the new generation of Chinese have grown up in those kind of very commercialized capitalism environment. So especially for the young generations in business, they are extremely risk-taking. If you look at the venture capitalist market, if you look at what's going on with Chinese technical companies, they are very daring and risk-taking. As long as the government doesn't suppress with different policies or politics, Chinese entrepreneurs in general are much more risk-taking than European ones. So there's a good chance for them to play out with you for their global business. And another two points, I would say one point is more important, is to understand Chinese could be emotional in business. If the trust is built, and if they take you as a trustworthy partner or friend, the relationship is very easy to manage. Because most of the time, Chinese will not be rational. That means what we are used to use, like criteria, like competence, like index, performance evaluation, all of this become very secondary. So the emotional factor is extremely important as soon as you entered into the arena, the radar of your partner, and you should not ignore it. It needs taking care of this point, okay? And last one is flexibility. It's also because of this very secular mentality. Flexibility is there. There's no square box. There's no square box. Okay. Thanks, Jennifer, for all this input. I think you want to talk about also the leadership difference and what makes the difference in China. I have a picture to show you that I think if you do business with Chinese, you have to understand the leadership style, because basically you have to deal with the leader of the business, right? And you see the picture. It's the most open-minded leader in history till now in Chinese, by Chinese Communist Party, Deng Xiaoping. Everyone knows him. You see his picture. Yeah. He's in holiday with his committee, and it shows everything, right? So what is leadership? The Chinese leadership, in one word, it's paternalistic leadership. That's very important to understand. So it's not flat, okay? It's not a flat
leadership, it is absolute leadership require authority, respect, loyalty, control. And because it's paternalistic, so the moral integrity is integrated. The loyalty is cultivated. Okay, so that decides the whole tone of leadership. And no matter it's an old-fashioned business, Chinese business guy, or the new generation, this characteristic is always the fundamentals for you to understand what is the leadership about, in China. And last one important is to say, guanxi. Of course, relationship from core relationship, extended relationship to the leader himself or herself is very critical. If you get into business contact with a Chinese business person through his or her trusted family member or close friend circle, of course, like in the West, like in Africa, it's always the easier to build the further trust, right? So at the end of the day, the guanxi plays a big role, but it is, I think, very similar, like here and there as well. It's only maybe the weight of the relationship connections is a little bit more than the rational analysis of competence, background, whatever. So that is Chinese leadership. And I think— Thank you, Jennifer. May I ask you, please, I would like to ask you to ask Lancinet a question. Je voudrais, Lancinet, vous faire réagir à ça, ce que vient d'exprimer Jennifer sur donc, le leadership, le style chinois de leadership. Et là, on voit bien, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le style en Chine, le style de leadership, c'est plutôt paternaliste, c'est fondé sur l'autorité et sur la loyauté. Et bien sûr, il y a le contrôle, d'accord? Et puis, il y a ce concept de guanxi, c'est-à-dire de relations élargies. Est-ce que là, on pourrait dire c'est presque africain dans certains cas, ça, non? Mais ça pourrait être africain si c'était pratiqué avec les règles de l'art. Quand je vois, par exemple, des Chinois qui viennent investir, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Guinée-Conakry, un peu partout, quand ils viennent, nous comptions sur eux pour que le transfert de technologie soit à la base de nos rapports Chine-Afrique, c'est-à-dire transfert de technologie, formation des ingénieurs, formation des agronomes, formation des médecins, formation des techniciens, c'est-à-dire tout ce qui a permis à la Chine d'être aussi performant et être là où il est actuellement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La Chine vient, elle reste, si tu veux, dans une position presque colonialiste aussi. Bien sûr, je salue la coopération Chine-Afrique, mais ce n'est pas comme ce que nous aurions souhaité. La Chine a l'air de s'intéresser beaucoup plus aux matières premières africaines qu'à la possibilité des Africains de s'émanciper et de travailler par eux-mêmes pour eux-mêmes. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, la Chine profite de nos faiblesses aussi. Et dans ces conditions, ce n'est pas ce qu'on appelle la coopération d'égal à égal. Ce n'est pas mieux que, en tout cas jusqu'ici, que ce que nous reprochons à certains pays européens. C'est à la Chine de voir si elle veut vraiment, à la fois nos traditions parfois se complètent, si elle veut nous aider à former des cadres, à former des techniciens, à nous permettre de nous émanciper, nous aussi, comme l'a été la Chine et beaucoup d'autres pays plus ou moins asiatiques et autres. Là, je suis d'accord. Mais si c'est pour venir piquer les matières premières dans des conditions totalement opaques, je ne suis pas d'accord. Et c'est pourquoi je dis aux dirigeants africains, nos rapports avec la Chine ne sont pas meilleurs qu'avec les rapports qu'on a eus avec la France et d'autres pays. Donc, il faut repartir sur de très bonnes bases. Et il faut que des Africains responsables, comme nous autres, le disent. Parce que si nous comptons sur des dirigeants
qui bénéficient des dessous de table pour le dire, ils ne le diront jamais. Donc, il faut que la société civile, les intellectuels, disent qu'il faut revoir la coopération Afrique-Chine. C'est pas du tout, rien n'est encore perdu si les Chinois veulent nous écouter. On fera des suites à ce webinaire sur ces sujets-là, Lancinet. Merci pour ta réponse. Jennifer, I think let's come back and finish, please, on your side. I think you have, you want to conclude with, or you want to pursue what you were saying about the leadership, right? Yeah, it's just a comparison to see how the European are, right? But I think I don't have to talk about it. I think the picture explains everything. Yeah, yeah. Exactly. It is the previous German Chancellor Schröder and Foreign Affairs Minister Fischer against Merkel before Merkel took over the power, right? So you see, that's what we're used to here, and that's very different. That's very different to the Chinese typical leadership, and especially political leadership. So I don't have to explain this. Yeah. And I want to conclude with that. Yes, I would like to conclude with this. It's because we have to pay attention to the new Chinese leadership. So we have to look at the younger generation, right? They are different to the older generation. We are trying to generalize the whole picture. But the younger generation, they are actually very aware of the Western culture, at least. African is a new territory for Chinese business because Chinese go to Africa mostly for natural resources and big construction for the time being, big construction projects, right? So, and now it moves more to commercial part, like products or whatever, right? So Chinese leadership, the new Chinese leadership, first of all, many of them are very Western-minded. They have gotten the Western education. Okay, so they understand the difference. They understand probably much more than the Westerners or the other ones against Chinese about the difference. So what they have become, there's a study, very, very, very solid study years ago from the for intercultural management field, is those new Chinese leadership is so-called kind of outside circle, inside square. What does that mean? Outside circle means they have a very smooth exterior, meaning it represents a harmonious, the willingness of new leadership, of harmonious relationships with global competitor, with government, because Chinese people have, business people have to deal with the government, right? And the single party system. So they are trying to be in harmony with competitors, with government, and with different kind of partners. So it's pleasant. They are tuned into at least Western business culture. But inside, as there's always a very conflicting interest from them to the global competitors, from them to the one single party governmental structure and the heavy regulation and among the partnerships. So inside, you will see and experience that they really know what they do. One word. Mm-hmm. They have their agenda. They are flexible to adapt in different situations. And they had survived the very tough economical, social, political setting in China and made their business successful so that they could go abroad to extend the global business. So those kind of new Chinese leadership, they are aware. They have gone through a toughness. They have gone through hardship in a very challenging political system in China, a giant market, very competitive. So when they go abroad, they appear to be adaptive, easy, but actually they know what they want. So as long as they can achieve their target, they are adaptive. And that is exactly a reflection of what Deng Xiaoping had said. I don't know whether you have heard of this phrase. It's very famous.
business people who go to China, they all remember that word, which what Deng said decades ago is, as long as this cat catch the rat, no matter this cat is black and white, this cat is a good cat. Okay, that is the fundamental guideline, even till now, for Chinese business people, for them to conduct business in China or globally. That's all I want to say. That's my closing word. Thank you. Thank you very much, Jennifer. Thank you for this. Very interesting. En fait, le New Leadership chinois, c'est tout sauf dilettante. Hein. C'est très, comment dire, relationnel, mais en même temps, il y a un agenda très précis. Hein, et peu importe la couleur du chat. Donc ça, c'est peut-être une vraie différence entre les Chinois et les Européens pour ça. Hein, parce que nous, enfin les Européens, c'est pas la couleur, par contre, on regarde. Hein, effectivement. Je comprends. Alors, je voudrais là, on arrive évidemment, le temps passe, c'est incroyable. Je voudrais vraiment que vous réagissiez, s'il vous plaît, avec et poser des questions à Jennifer, à Lancinet, à Jean-Louis. En fonction de ce que vous avez, de ce que vous voulez approfondir. La parole est à la salle, allez-y. Edem can be in English if you want to Jennifer, or even Lancinet, and he will answer in French. I see Edem, my team in Ghana, is there. Et bien sûr, donc on prend vos questions maintenant. Si vous avez des questions, bien sûr. Moi, est-ce que Jean-Louis, il est là? Yes. Parce que moi, j'ai quand même une... Ah oui, il faut que je branche... Mais s'il te plaît, là-bas. Voilà. Parce que j'ai un... Voilà. Sinon, je vais avoir un souci de prise. C'est bon? C'est bon. Bon, alors on n'a plus que 5%, c'est pas grave. Ce que je voudrais, c'est Jean-Louis, on a un triptyque là, tu vois, on a, imagine, on est un entrepreneur, on va dire, français, on va en Afrique et là, on a des partenaires possiblement chinois. Comment gérer, quelle attitude avoir là, ou qu'est-ce que tu recommandes en communication pour gérer adroitement une situation comme celle-là? Moi, je serais très content d'avoir à la fois l'investisseur chinois et l'investisseur français. Maintenant, ça c'est l'Afrique. Oui, vas-y. Je vois que parmi les deux partenaires, quel est le partenaire qui s'approche le mieux de mon point de vue sur l'émancipation des Africains, le contrat gagnant-gagnant, la possibilité des Africains eux-mêmes de se former à travers ce type de partenariat. Parce que ce qui manque à l'Afrique, c'est des cadres. Et c'est ça toute la vérité. On n'investit pas dans la formation des cadres. De bons cadres face à de bons Chinois, je crois que ça donne de bons produits. De bons cadres africains face à de bons investisseurs européens, français, ça fait de bons produits. Donc, le tout, je mets l'accent sur la formation des cadres africains. Il nous faut des techniciens, il nous faut des médecins, il nous faut des ingénieurs. Je mets l'accent là-dessus. Nous devons vendre nos matières premières pour former nos cadres. Et à ce moment-là, tout sera pour le meilleur du monde. Maintenant, si le français est le seul à dire, voilà, moi, je suis dans cette conception du contrat que nous allons signer, je suis partant. Si c'est le chinois, je serai partant. Le tout, c'est de trouver le partenaire responsable qui m'apporte un plus et auquel moi aussi j'apporte un plus. Je pense que c'est clair. Lancinet, il est clair, au moins, je veux dire, dans ce qu'il dit. Hein, c'est l'avantage. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Louis? Vas-y, Patrick. Si oui, moi j'ai juste un thème que j'aimerais aborder avec Lancinet. Je suis tout à fait d'accord qu'on manque de cadres en Afrique. Et moi, je les vois venir se former dans l'école où je suis à Paris. Hein, Jean-Pierre le sait. Hein.
Le problème qu'on a, c'est qu'une fois qu'ils sont venus se former en France, ils ne reviennent plus en Afrique. Et donc, je crois que l'une des problématiques de l'Afrique, c'est son employer's attractability, ou appelez ça comme vous voulez, de montrer aux jeunes Africains, puisque c'est eux qui vont faire l'Afrique de demain, au lieu de se faire un avenir pas extraordinaire en France où ils se sont formés, qu'ils pensent aussi à leur pays d'origine et qu'ils sont le potentiel de leur pays d'origine. Je suis très content que vous ayez posé cette question. Quand je vais souvent en Afrique, c'est ce que je leur ai dit. Je dis, mais si vous fuyez tous le continent, on n'entend plus là. On n'entend plus. J'ai pas de son. Ouais, non, je pense qu'il y a eu un problème de connexion, à mon avis. Jean-Pierre, we couldn't hear you too. Oui, on ne t'entend pas. Ah. Il s'est retiré du... Enfin bon, c'est automatique, quand la connexion est coupée, il se retire du Zoom. Donc, on va attendre qu'il se reconnecte. Je suppose. Je vais peut-être lui envoyer un message pour lui demander ce qui se passe et puis je vous tiendrai au courant. Totalement d'accord avec vous. Il faut que la jeunesse africaine reste en Afrique, travaille en Afrique, qu'on leur trouve des conditions pour que justement elle reste en Afrique, cette jeunesse, et qu'elle s'épanouisse. Merci beaucoup pour la question. On Bon, atteint on vous entendait pas, Jean-Pierre. On n'a pas bien entendu l'intervention. C'était coupé. Jean-Pierre, c'est pas le document. J'ai l'impression qu'on a de nouveau le problème. Entre-temps, j'ai une deuxième question, comme ça, hein, j'en profite, pour Monsieur Jean-Louis Muller. Monsieur Lancine a beaucoup parlé de corruption, et il a parfaitement raison, c'est un thème qui n'est pas assez abordé, en particulier dans les universités et les écoles de commerce. Hein. Messieurs, on est à nouveau avec vous. Donc, on est à nouveau avec vous, désolé. On a eu un problème de secteur avec la batterie qui n'était pas… Alors, on reprend. Oui, je peux… Mon cher ami, je suis totalement d'accord avec votre question. La jeunesse africaine, sa place est en Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se laisse influencer, surtout parce qu'ici, tout va bien pour le meilleur des mondes en matière d'images, les images qui frappent les esprits et qui font croire aux Africains que chez eux, il n'y a plus rien. Il faut rééduquer la jeunesse africaine en disant votre place est à Yaoundé, votre place est à Bamako, votre place est à Conakry, et leur donner des conditions de s'épanouir. Et il faut qu'ils aient l'amour de leur continent. Et puis qu'ils ne se plaignent pas après s'ils viennent en Europe et qu'ils sont marginalisés. Et parfois, ils disent, voilà, nous, il y a du racisme. Mais il y a du racisme parce qu'on voit que vous n'aimez pas votre continent. Le racisme cessera quand la jeunesse africaine actuelle, elle-même, commencera par aimer son continent. Et dès qu'il y a de bons médecins, de bons ingénieurs, de bons agronomes qui disent, voilà, il faut que je retourne dans mon pays pour mettre au service de ce continent et de ce pays mon expertise et ma modeste contribution. Donc, je comprends parfaitement que quand ils viennent ici, ils ne veulent plus partir. Non, il faut absolument qu'on accepte de retourner dans nos pays. Moi-même, je suis tout le temps en Afrique et mon devoir, c'est d'être tout le temps sur le terrain. Et il faut qu'eux aussi, ils soient sur le terrain. Sinon,
on n'ira nulle part. Sadiq, tu as une question pour monsieur Lansinet? Oui, j'ai une question. Bon, je voulais l'écrire même. Bon, parce qu'on on incite les jeunes cadres de rester au pays, de travailler là-bas, de former les autres. C'est bien, mais il faudra aussi qu'on parle de leur valorisation par rapport aux dirigeants africains qui doivent les mettre au devant de la scène, leur montrer que vous êtes forts, allez-y, les encourager en quelque sorte. Je voulais un peu qu'ils reviennent sur ça pour qu'on puisse comprendre la relation entre, parce que bon, il y a une différence quand même, la relation entre les dirigeants et les jeunes cadres. Alors là, peut-être, si on peut rester dans le domaine de la communication et dire peut-être quel est le discours, comment parler peut-être à ce moment-là aux jeunes aujourd'hui, quand on est un dirigeant, un responsable, un chef d'entreprise africain, quel discours leur tenir? Voilà, Ouais, il faut que… Et puis après, on prendra une question de Jean-Louis ou un commentaire de Jean-Louis qui que va… le chef d'entreprise africain, il faut aussi que le dirigeant africain lui-même soit responsable. Si le dirigeant africain ne donne pas un bon exemple, si l'argent qu'on leur envoie pour construire des hôpitaux, le dirigeant africain est le premier à mettre ça dans sa poche, c'est un mauvais exemple. Et ce mauvais exemple influence les jeunes Africains. Ils se disent, mais puisque le continent ne se développe pas, nous, on s'en va. Mais ils ont tort. Il faut qu'ils restent sur le terrain pour dire aux dirigeants africains que l'argent qu'on vous envoie pour construire des hôpitaux et des universités, il faut investir dans l'université. Il faut investir dans les hôpitaux. Il faut tenir tête sans être brutaux, sans être provocateurs, sans être je ne sais quoi. Nous ne sommes pas des provocateurs ni des batanguais. Il faut tenir tête à nos dirigeants avec pédagogie. Monsieur les dirigeants africains, investissez l'argent international qu'on vous envoie dans la formation des cadres. Mettez nos mines d'or au service de la formation de nos cadres. Nous vous le disons avec respect, mais avec fermeté. Et c'est comme ça que la jeunesse africaine restera en Afrique au lieu de venir mourir dans les océans occidentaux. Bon, Je sais que Jean-Pierre, Sadiq, j'ai juste une toute petite question pour Jennifer, bon, parce que j'ai entendu tout à l'heure son intervention aussi. Je voudrais quand même revenir sur le leadership chinois, parce que bon, si je comprends bien, c'est un peu traditionnel, quoi. Je voulais savoir si, par rapport à eux, leur leadership, ça inclut vraiment la formation dans les pays où ils interviennent. Parce que bon, d'habitude, on les voit dans les pays africains. Ils ont beaucoup de chantiers là-bas, mais est-ce que dans leur leadership, ça inclut aussi la formation des gens qui travaillent avec eux dans leur déplacement au niveau de l'étranger, hors de la Chine, quoi? Est-ce que ça inclut leur formation, les aider à se développer eux-mêmes pour que, bon, à leur départ, ces derniers puissent prendre le relais? Jennifer, are you clear with the question? Yes, I got most of his question. If you can just highlight to make sure that I get. Well, no, just Sadiq just want to know if the new Chinese leadership does include the training people, training the employees. Sure, I got it. Yeah, sure. There are two types of trainings for those new leadership. If you are dealing with government parties, the government parties invested heavily for their high potentials as a future leader, which means they could even send the best candidates of the party to Harvard or wherever to get them be tuned into a global competency and cultural understanding. And for private sector, it's a mixed thing. So if we are talking about the big companies like Huawei, yes, they offer standardized trainings like how the big global companies do, you know. So in private sector, if the company is operating already international business, yes, the training and from professional to intercultural to whatever management is offered. On top of that, most Chinese business leaders nowadays, most of them, they have got an absolutely westernized education.
If you look at it in China, how each university has MBA, whatever. So in terms of the business management training, it's high quality and it's there. Now, the second part of private sector, the real family business or the smaller enterprises, do they offer their employees or future leaders in the business training? That is much more limited. That is much more limited. It is also much less international. So such kind of discussion, sophisticated discussion about the intercultural management, global business, blah, 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 is, okay, I hope I answered your question. Can you be, Jennifer, what you said about your first point in your answer, you talked about the government. Can you repeat, please, what you said about this attitude towards training? Okay, yeah. The Chinese government in Africa. That's what you made a point on this. Can you repeat it, please? Yes. If you are dealing with Chinese government body or state-owned enterprises, the person you would deal on the global business, those kind of level, are normally well-trained. Yeah. Because Chinese government and also the Chinese Communist Party had invested immensely in the new high potential leadership generation. I could give you an example. For example, my previous university classmate, 20 years ago, they went to Frankfurt because they were working in the banking, in a government banking industry. They had been sent to Frankfurt and wherever, America, and even Harvard, to be trained up as a future global leader. So that was already 20 years ago. Their program was conducted by the best university in Germany, Harvard, and the Deutsche Bank. So to the Chinese Communist Party invest a lot into the government, potential government officials of new generation. And those new generation, you will be shocked to know how knowledgeable they are when it's dealing with international, especially Western system business culture. Will they invest I'm talking about the Chinese government bodies or enterprises, will they invest in training people in Africa? Okay, this question I don't know. I only know a company like Huawei I had worked with. Yes, they do offer training because they understand the competency, professional competence is important to guarantee the quality, right? So the guarantee the quality of product and service, yes, those kind of big commercial companies like Huawei, they do. And they have even an HR center in Paris responsible for the Middle East and Africans training of managers. Them, you have a question? Or Jean-Louis, I think you wanted to, I know that you're busy, you have, yes. I think, tu as un engagement, mais si tu veux peut-être conclure ou dire un mot de conclusion sur ce sujet, si tu, enfin, je sais que tu n'as pas besoin de préparer, tu n'avais pas forcément préparé ça, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose, je dirais, pour peut-être en conclusion des messages clés que tu nous as fait passer, quelque chose de vraiment, les deux points, je dirais, qui te paraissent les plus cruciaux, les plus importants pour, je dirais, des relations d'affaires fructueuses entre l'Europe et l'Afrique, entre aussi le monde entier et l'Afrique, et entre l'Afrique et entre les Africains entre eux. Oui. Bon, je suis gêné parce que là, je suis sous stress parce que je dois prendre la route. Ceci étant dit,
un peu ce qui s'est passé ici. J'ai envie de faire le lien entre ce qui se passe ici, dans cette réunion, et ce qui se passe dans la vraie vie avec mes partenaires africains. J'espère vous avoir appris des choses. Et sachez que je suis content d'avoir aussi appris de vous aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le truc qui... C'est une ligne de conduite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors ça revient à une vieille thèse chez moi, c'est que tant qu'on apprend, on ne vieillit pas quelque part, ou on ne devient pas vieux con. Et donc, l'idée, c'est que comme ce qui s'est passé ici, c'est la même chose dans mes interventions, c'est j'espère apprendre des choses aux gens et bien entendu, j'espère apprendre d'eux aussi. Alors, je précise que je ne vends que des produits intellectuels, hein, donc je n'ai pas d'expérience d'affaires sur des projets industriels ou des projets miniers. Donc, ça peut limiter aussi ma compréhension des choses. Merci beaucoup, Jean-Louis. On te remercie beaucoup. Article à suivre et puis, bien sûr, replay à suivre. Vous aurez toutes les interventions de Jean-Louis, évidemment, dans le replay. Merci à toi. Nous, on continue parce qu'il y a d'autres questions. Je voulais préciser, j'étais très sensible à ce que vous avez dit, puisque mon fils vit en Chine en ce moment à Macao. Il y est bloqué. Et justement, il est marié avec une Chinoise. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé, les différences culturelles, Chine, européen, leadership, nouveau leadership chinois, etc. Eh bien, au revoir tout le monde. Merci Jean-Louis, à bientôt. There's a question for Jennifer. Edem, I think you can tell it. Okay, so my question is to Jennifer. Upon hearing what you were saying, I saw some similarities between the African business culture and the Chinese business culture. Mm-hmm. My question is, does the Guanxi's philosophy completely disregard competency for relationships? And how is the Guanxi philosophy different from networking? Because in Ghana here, we also have something we call who you know system, where competence is completely disregarded for relationships. So far as you are related to the person, you get a job. Is that different? Well, I think, there's one thing is that Chinese are very practical, So the practical means that the relationship, of course, put you on the first priority list. You get closer with the trust, of course. And trust needs time and energy and occasion to enhance the relationship. So if it's introduced by trusted relationship, for sure, there's much more opportunity and advantage. But it doesn't mean that's why the second evaluation of how this goes is, of course, except it is a complete corrupted process. Okay. Otherwise, as a very practical business person, no matter how the Guanxi plays the first role, certain evaluation would take place. You see, unless, as I said, unless it's a corrupted case or very special case. Otherwise, yes, trust is needed. So Guanxi plays a big role. But secondly, of course, competence. If there's a Guanxi and competence versus only competence, definitely the one with a personal introduction and trust feeling has more advantage. Does that help? Interesting. D'autres questions que vous voulez poser maintenant? Je vois bonjour Monsieur Doumia d'Abidjan. Bernard, Patrick, est-ce que vous voulez… peut-être ce que je vais demander, c'est à Lanciné, peut-être, si tu es d'accord, Lanciné, peut-être de dire un mot de conclusion, ce qui te paraît finalement dans cette discussion le plus important, les 2 points les plus importants. Et on peut répéter ce qu'on a dit déjà.
peut-être vis-à-vis l'Afrique avec l'Europe, l'Afrique avec peut-être la Chine et l'Afrique avec l'Afrique. Qu'est-ce que tu dirais? Je permettez, monsieur Jean-Pierre. Là, oui, qui veut s'exprimer là? C'est Benjamin, au Maroc. Ah, ok, Benjamin qui est basé au Maroc, mais qui est de Centrafrique. Très bien. Donc, vas-y, Benjamin. Alors, avant la conclusion de Lancinet, une question, vas-y. Bon, ce n'est pas vraiment une question, mais je voulais juste compléter ce que M. Lachine avait dit tout à l'heure concernant les jeunes diplômés qui sont restés en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas en tant que tel le problème de jeunes qui restent en Europe, mais c'est une politique en place au niveau de l'Afrique que le gouvernement n'arrive pas à mettre en place. Prenons par exemple au niveau du Maroc, aujourd'hui, le Maroc propose aux médecins qui viennent subsahariens, qui viennent ici, travailler ici, faire des formations ici, de bons salaires pour rester ici, travailler chez eux. Vous voyez? Alors que chez nous, au pays, enfin en Afrique, le gouvernement ne propose pas, ne fait pas de suivi pour suivre les étudiants qui sont boursiers, qui sont allés à l'étranger pour étudier et le ramener au pays. Voilà, ce n'est pas la faute aux jeunes en tant que tel, c'est le gouvernement, nos gouvernements, qui ne mettent pas de politique en place. Bon alors, merci Benjamin pour ton input. On va reprendre, ce que je propose, c'est que Lancinet, tu répondes à la question que moi je te posais. Éventuellement, peut-être que tu répondras indirectement à notre ami Benjamin. Donc, finalement, qu'est-ce qui est important là sur notamment ces aspects de communication interculturelle entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et la Chine et entre l'Afrique et l'Afrique, et qu'est-ce que tu appelles de tes voeux pour les années qui viennent? Le meilleur est à venir si nous organisons des débats clarificateurs et pédagogiques. Le meilleur est à venir. C'est ce que je disais. Si les Français qui sont restés très longtemps en Algérie, en Guinée, au Sénégal et ailleurs, avaient fait du bon boulot, on n'en saurait pas où nous en sommes. C'est-à-dire que c'était aux Français, quand ils étaient évidemment à l'époque maîtres du jeu, c'était à eux de former déjà sur le terrain de bons cadres. Au lieu de se contenter de construire Bordeaux, Marseille et autres, il fallait non seulement former des cadres à Dakar et ailleurs pour dire si demain vous devriez devenir indépendant, ce qui était d'ailleurs à l'horizon, eh bien, il faudrait des cadres. Et vous savez, ce qui fait la valeur de Cheikh Anta Diop, c'est qu'il l'avait compris. Quand j'ai rencontré Léopold Sédar Senghor, qui tapait un peu sur Cheikh Anta Diop en disant oui, ces diplômes ne sont pas des diplômes valables. Je dis, mais c'est un scientifique. Et puis, de toute façon, la science n'a pas de patrie, la science n'a pas de pays. La science, c'est la science. Faites tout. J'ai dit ça à Senghor à plusieurs reprises. Quand j'ai écrit L'Afrique noire est bien partie, eh bien, il faut dire que la littérature, c'est très bien, mais avoir aussi des ingénieurs et des agronomes et autres, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai dit à Senghor. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop avait compris. Maintenant, quand l'autre me pose la question au Maroc en disant que ce n'est pas la faute des jeunes, il a raison. Si les Africains, les dirigeants africains ne sont pas capables de mettre des conditions de vie acceptables sur le terrain dans nos pays, ils sont d'abord responsables. C'est-à-dire que ce sont nos dirigeants d'abord qui sont responsables de la situation actuelle. Je n'accuse pas la jeunesse. Je dis qu'il faut d'abord que les dirigeants eux-mêmes soient responsables. Ils ne le sont pas. Ils se laissent vendre. Ils se laissent influencer. Or, ce n'est pas avec les dirigeants qui se laissent influencer que nous allons arriver à quelque chose. Il faut que les dirigeants africains apprennent à être eux-mêmes, qu'ils ne se laissent pas influencer et que l'argent qu'on leur envoie soit utilisé pour mettre des conditions permettant à la jeunesse de travailler et de s'épanouir. Comme si les jeunes ne se sentent pas, s'ils ne se sentent pas acceptés, s'ils ne sont pas épanouis, ils s'en vont. Mais donc, il faut créer des conditions pour qu'ils s'épanouissent dans nos pays. Alors, en même temps, quand je vois Paul Pogba, c'est très bien, qui est allé, par exemple, en Guinée faire un match de gala. Tout ça, c'est très bien. Ça prouve qu'il a compris qu'il faut, quelque part, aller en Afrique et apporter ce qu'on peut apporter. Et dans ces conditions, le sport est un vecteur d'emploi, un vecteur de stabilité dans un pays. Je souhaite que la Guinée-Conakry et beaucoup d'autres pays deviennent des pays de sport. Donc, c'est un commencement et c'est pourquoi je dis que le meilleur est à venir si nous sommes nous-mêmes décidés, ça et là, chez nous comme chez eux,
à faire en sorte que l'Afrique sorte de la pauvreté client. Maintenant, je le dis, il faut revoir les accords avec la Chine. Et je le dis, Mme Yang, qui est une femme formidable, les accords, disons, commerciaux entre la France, entre la Chine et l'Afrique ne sont pas souvent de bons accords. Et nous comptons sur elle de faire porter haut le message en disant qu'il faut revoir tous ces accords qui, finalement, ne sont pas en faveur du développement de l'Afrique, ne sont pas en faveur de l'émancipation de l'Afrique. Mais c'est la faute aux Africains, puisqu'il fut un moment où la Chine elle-même n'était rien. Quand Mao est arrivé, la Chine n'était rien. Seulement, il a fallu conscientiser les Chinois. Il a fallu leur dire, mettez-vous au travail. Donc, quelque part, je comprends que les Chinois s'en sortent, que les Asiatiques s'en sortent, que les Africains pataugent. Je ne peux pas accepter que les Africains continuent à patauger. Donc, ces pays qui ont réussi doivent apporter un plus à cette Afrique qui patauge. C'est clair, net et précis. Merci, Lansiné. Bernard, ce que disait Lansiné sur la formation, j'imagine que ça t'a fait plaisir et tu as peut-être envie de réagir, non? Enfin, très rapidement. Tu veux pas le prendre au mot? Si. Si, très, très rapidement, alors. Juste, vas-y, très rapidement. Je prends 2 minutes, pas plus. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que Si, très bien, on t'entend. J'ai un nouvel ordinateur, je ne suis pas encore habitué, donc je vous avoue franchement que je ne le maîtrise pas. Donc si vous m'entendez, c'est parfait. On t'entend, vas-y. Alors, je vais parler un tout petit peu de mon expérience personnelle, désolé, mais bon. Moi, je suis universitaire depuis 40 ans à peu près. J'ai pas mal voyagé dans beaucoup de pays, notamment en Afrique. À Djibouti, au Gabon, en Angola, à Madagascar. Je ne sais pas si Madagascar fait partie de l'Afrique, mais je pense que oui, un peu. Et j'ai présidé pendant plusieurs années une association qui s'appelait IUT Consultants, qui était l'émanation du réseau des IUT français tourné vers l'international, qui à l'époque faisait ce qu'on appelait l'essaimage du système IUT. Et donc, je vais vous expliquer comment on travaillait à l'époque, comment je continue à travailler, moi, à travers ProEduc Consultant, la société dont je fais partie. Avec IUT Consultant, on avait pour mission non pas de favoriser l'accueil d'étudiants étrangers en France, mais d'aller susciter la création d'établissements dans un pays, en apportant l'expérience des IUT. Et on a pas mal travaillé avec le Maghreb en particulier, mais également toute l'Afrique. Et l'idée, c'était de créer un système ou d'aider le pays X à créer un système, non pas en transposant un savoir-faire, parce que ça ne marche pas, mais en l'adaptant au contexte local. Donc, on faisait le maître mot de notre méthode. Le maître mot de notre méthode, c'est la co-construction, c'est-à-dire qu'on réunit autour d'une table des experts français, en l'occurrence, du système IUT, et des experts du pays, mais aussi des entreprises du pays, et aussi il faut l'appui des autorités politiques du pays, sinon ça ne peut pas marcher. Et tout ce monde se met autour d'une table pour arriver à créer un système et à faire une ingénierie éducative. Voilà. Et notre domaine d'intervention, c'est essentiellement les cadres intermédiaires, donc ce qu'on appelle les techniciens supérieurs en France, puisque c'est en général le maillon faible quand on veut faire émerger une économie. Et ce que je veux rajouter, après j'en termine, le talon d'Achille d'un système éducatif, c'est la qualité des formateurs. Et c'est là-dessus qu'on fait porter notre effort principalement. Voilà. Juste pour terminer, après j'arrête, je vous signale l'apparition d'un excellent article dans Le Point récemment, d'un certain, j'ai plus le nom en tête, un certain Lejal, qui est un journaliste et essayiste spécialisé dans les relations avec l'Afrique, qui nous donne un petit peu une leçon à nous Français dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'Afrique, et il nous conseille d'essayer d'être un tout petit peu moins arrogant et un tout petit peu plus modeste, je dirais. Voilà. Vous le lirez, c'est fort intéressant. Voilà. J'en termine. Merci à toi, Bernard. Jennifer, a word if you want to conclude, and maybe what are your main message at the end of for this session, if you want to share it.
Well, actually, I think I said a lot, and I don't have any extra conclusion. It's anyway complicated. Patience. Patience is the most important word, I guess. Merci beaucoup, Jennifer. Yes. Merci à tous.